Bienvenue dans Les Français et leur territoire, le podcast qui décrypte les liens profonds qui nous unissent à nos lieux de vie, en s'appuyant sur la grande étude de la Fédération nationale des caisses d'épargne. Dans cette étude, nous avons vu que les Français aimaient leur territoire, mais doutaient de l'avenir de ce territoire. Ils veulent de l'hyperproximité, ils aspirent à l'écologie, mais leurs angoisses du quotidien sont d'abord sociales. Alors, comment transformer ces aspirations et ces paradoxes en actions concrètes ? C'est précisément la question que nous allons explorer aujourd'hui. L'étude montre une forte attente d'engagement local et de solutions nées du terrain. Il existe justement en France une expérimentation qui semble être une réponse directe à ces défis, Territoire zéro chômeur de longue durée. Ce projet part du principe que personne n'est inemployable et que chaque territoire a les ressources pour créer son propre avenir. Pour en parler et faire réagir aux résultats de notre étude, j'ai le plaisir de recevoir Victoria Basurto. Bonjour Victoria. Bonjour. Bienvenue à la Fédération. Merci. Vous êtes responsable recherche et suivi des évaluations pour l'association Territoire zéro chômeur de longue durée. Vous êtes donc parfaitement placé pour nous dire comment cette grande enquête sur les Français et les territoires résonne avec ce que vous observez sur le terrain depuis 10 ans. Alors, est-ce que dans un premier temps, Victoria, pourriez vous présenter brièvement et surtout présenter ce dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée en quelques mots? Eh bien, merci beaucoup. Les projets Territoire zéro chômeur est avant tout un projet des sociétés qui vise à supprimer par l'action locale la privation durable d'emploi. C'est un projet qui est basé notamment sur les principes d'identification d'activités utiles pour les territoires, pour les personnes, qui implique la coopération entre les acteurs et les actrices qui agissent déjà sur les territoires pour lutter contre la privation d'emploi et qui suppose que humainement et économiquement, on peut tout à fait finir avec la privation d'emploi sur un territoire à partir du moment où on décide que la coopération est la base de tout. C'est très clair. Et vous, dans tout ça, quel est votre rôle ? Alors, moi, je suis responsable du pôle recherche et suivi des évaluations de l'association nationale. Et mon rôle est celui de, à travers l'Observatoire des territoires zéro chômeur, animer, inciter aussi des travaux autour du projet, aller à l'encontre des chercheurs, voir quels sont les sujets qui ont été abordés, voir la manière comme ils sont travaillés avec les territoires, quelles sont aussi les attentes de territoire d'un point de vue d'évaluation, d'un point de vue des résultats, et également faire émerger des sujets qui sont très importants pour le projet, que ce soit sur les questions de l'inclusion, que ce soit sur la question de la transition écologique ou tout un tas d'autres sujets des coopérations qui se vivent sur les territoires aujourd'hui. Pour un peu mieux vous connaître, Victoria, et surtout faire écho à l'un des grands enseignements de notre étude, est-ce que je peux vous demander quel est votre territoire de cœur à vous ? J'ai 2 territoires de cœur. Donc le premier, c'est la ville de Manizales, puisque je suis née en Colombie, j'ai grandi en Colombie. Et donc c'est la ville où je fais mes études universitaires, où j'ai grandi. Et donc c'est une ville qui, dans les montagnes à 2300 mètres, un endroit très chouette. Et ma deuxième ville de cœur, mon territoire de cœur, c'est Nantes. Donc c'est la 3e ville dans laquelle j'habite depuis mon arrivée de la Colombie en France et qui est désormais mon lieu de vie, de cœur, d'engagement, de vie. Donc ça résonne parfaitement avec les résultats donc, de cette étude. Les Français qualifient en priorité leur territoire de cœur, l'endroit où ils sont nés, l'endroit où ils ont grandi, plutôt que l'endroit où ils habitent actuellement. On voit bien que c'est un des enseignements majeurs auxquels vous correspondez. Et donc, toujours pour parler de cette étude, sur le rapport des Français à leur territoire, quelle est la première chose qui vous a frappé et qui a résonné avec votre projet sur le chômage de longue durée ? Je pense que la question, il y en avait 2 en particulier. La vision que les Français ont des élus locaux, qui est très positif et qui voit justement comme l'autorité principale, l'écoute, le travail et l'engagement. Et ce que nous constatons, nous, dans le projet. Pourquoi ? Parce que pour créer un projet territoire zéro chômeur de longue durée,
il faut un engagement territorial, ça suppose un portage politique du projet, et ce portage est fait par les maires des communes qui décident d'expérimenter, et c'est eux aussi qui président ce qu'on appelle le comité local pour l'emploi. Ces comités qui réunissent l'ensemble d'acteurs et d'actrices économiques, associatifs, de la société civile sur le territoire et qui veulent agir pour justement rendre possible en fait la création d'emplois et faire disparaître la privation d'emplois sur leur territoire. Donc il y a à la fois cette vision des élus, mais il y a aussi ce besoin d'engagement. Donc il y a un besoin d'un engagement qui est très fort aussi et qu'on constate, puisque sans la mobilisation de l'ensemble des partenaires sur le territoire, un projet comme Territoire sans chômeur ne pourrait pas avoir le jour. La base du projet, c'est les personnes. On travaille avec les personnes privées durablement d'emploi dès le départ du projet. Elles font partie aussi du comité local pour l'emploi. Donc elles se retrouvent assises à discuter avec les maires, avec les élus, avec les entreprises, voilà. Et donc ça veut dire qu'on est en train de construire d'une certaine manière une autre forme de démocratie locale. Et ça transforme. Donc est-ce que c'est visible à l'œil nu ? Je ne suis pas certaine. Par contre, ce qui est visible à l'œil nu, c'est de se dire, il y a des communes où il n'y avait plus du tout des services. Je pense à une commune rurale en Bretagne, où personne ne voulait reprendre l'épicerie parce que c'était beaucoup trop cher. Bon, le projet arrive, l'entreprise à but d'emploi qui a été créée porte cette épicerie et le petit centre revit. Donc là, on a un dépôt courrier, là, on a un dépôt de pain parce qu'il n'y avait plus de boulangerie. Et donc, rien que ça par contre, on voit in concreto comment ça les transforme. Quand vous avez des activités liées à la transition écologique, qu'on est dans la récupération des espaces verts, quand on est dans le recyclage, les ressourceries, l'upcycling, etc., ça, c'est des transformations qui vont avoir un impact très fort dans l'avenir, puisqu'il y aura moins de déchets, on pourra davantage révaloriser et donc avoir une logique de consommation beaucoup plus respectueuse en fait de nos moyens. Donc tout ce que vous avez dit là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les éléments de notre enquête aussi ressortir. Donc c'est très intéressant. Vous avez fait renaître grâce au dispositif des épiceries, des conciergeries, énormément de commerces de proximité. Donc on a là un des enseignements de l'étude qui était l'hyperproximité. Les Français veulent des services essentiels à moins de 15 minutes si possible et maximum 30 minutes. Est-ce que c'est aussi ça, l'hyperproximité que vous avez constaté dans votre dispositif ? Est-ce que c'est ça qui a changé aussi à la suite de la mise en place de ces dispositifs ? Un territoire, géographiquement parlant, chez Territoire sans chômeur, c'est une entité entre 3 000 et 10 000 habitants. Donc vous voyez, ça peut être un quartier de n'importe quelle ville française, ou ça peut être aussi une commune suffisamment grande où il n'y a que entre 3 000 et 10 000 habitants. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que une des conditions du projet, c'est de créer de l'activité économique là où on a inscrit le territoire d'expérimentation. Pourquoi ? Parce que tout l'emploi qui est créé au sein du projet ne peut pas concurrencer l'emploi existant, justement pour permettre que la coopération fasse avancer l'économie et que ce soit bénéfique pour tous. Donc on ne peut pas créer de la concurrence, et si mon territoire est entre 3 000 et 10 000 habitants de la même zone géographique, et ben c'est là aussi où je vais devoir embaucher les personnes. Donc ça veut dire quoi, et c'est quoi les liens avec l'hyperproximité ? Le lien avec l'hyperproximité, c'est que la question de la mobilité qu'on constate aujourd'hui peut être un des plus grands freins de retour à l'emploi, ne se pose plus. Les Français aussi, on a vu dans l'étude, aspirent à des territoires plus écologiques. Et beaucoup de vos activités concernent l'économie circulaire, justement. Est-ce que la lutte contre le chômage de longue durée est, selon vous, un levier inattendu pour accélérer la transition écologique ? Oui, donc la question de la transition écologique, elle traverse le projet depuis le début. Quand on parle d'utilité, il se trouve que la réponse qui émerge de l'identification de besoins au niveau des territoires, c'est la transition écologique. Donc ça veut dire que créer de l'activité économique sur un territoire,
Créer de l'emploi pour les personnes du territoire n'est pas dichotomique de créer des solutions pour la transition écologique. Et donc, la transition écologique, elle est aussi pourvoyeuse d'emploi, contrairement à certains discours qui voulaient montrer que la transition écologique allait exactement et qui allait complètement détruire tous les marchés. Certes, ça va les modifier et va les impacter de façon très concrète. Et donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que ces impacts-là soient anticipés pour les entreprises et les secteurs qui sont concernés, et comment on fait pour justement renforcer, financer et accompagner des activités qui pour l'instant ne sont pas tout à fait pourvoyeuses d'argent, mais qui sont complètement nécessaires pour les territoires. Admettons, aujourd'hui, un chantier très important, c'est la question de comment est-ce qu'on recycle les déchets du bâtiment. Bon, ça c'est un énorme grand sujet. Eh bien, les territoires sont déjà en train de construire des solutions avec les entreprises du bâtiment. En disant, bon bah voilà, vous avez des chutes, il vous reste de la peinture, je ne sais pas, vous avez encore du carrelage, imaginez tout les choses qu'on peut trouver dans un chantier. Et ben moi, en tant qu'entreprise à but d'emploi, moi, je peux créer une matériothèque. Et cette matériothèque, elle est ouverte aux petits artisans, aux citoyens, citoyennes, en fait. Parfois, on a juste besoin d'un coup de peinture. Je ne vais pas acheter un pot qui pourrit dans mes placards. Donc, voilà, c'est aussi toute une logique qui commence à se mettre en place et qui est bénéfique pour les personnes, pour la transition écologique et pour la coopération économique. C'est juste un exemple, ça peut être un exemple aussi sur les questions alimentaires. Il y a des territoires où la production des certains fruits et légumes se fait, mais du coup ne pouvait pas être vendu parce que c'est pas très beau. Et donc, il y a un territoire qui a proposé une légumerie en disant, bon bah ok, donc du coup moi je transforme, je mets en petites barquettes et puis voilà, on va les vendre à un prix abordable pour les personnes, etc. Donc les paysans ne perdent pas complètement la récolte, ce qu'il a fait. L'entreprise à but d'emploi crée de l'activité économique et crée de l'emploi. Et puis, les bénéficiaires ultimes, c'est l'ensemble du territoire et les personnes aussi qui vont pouvoir accéder à ces produits. Très intéressant. En fait, on peut dire que vous renversez la logique qu'on nous apprend depuis le berceau, j'ai envie de dire. C'est pas la personne ou le lambda de s'adapter au marché, au territoire. C'est au territoire de s'adapter aux compétences qui sont à sa disposition. C'est ça ? C'est le principe même du projet. Un de 3 principes fondamentaux du projet. Et c'est celui de « nul n'est inemployable à condition que l'emploi soit adapté à ses besoins et à ses compétences ». Et donc, effectivement, c'est une réinversion de la logique de l'emploi, puisqu'il ne s'agit pas de trouver l'emploi parfait pour aller mettre une personne et dire « bon, bah, si vous ne rentrez pas, c'est pas grave, on me pousse quand même, mais vous devez rentrer ». Et c'est pas grave si finalement vous avez des problèmes psychiques, psychologiques, si vous n'avez pas des gardes d'enfants. Voilà, il y a tout un tas de sujets aussi qui sont liés à la question de l'emploi. Et donc maintenant, de se dire, ok, et si par exemple on tient compte que cette personne, elle est seule, et elle a la garde de ses enfants, et que ça coûte beaucoup plus cher de payer un babysitting que de ne pas travailler, malgré elle, est-ce que si on adapte l'emploi à la personne, est-ce que cette femme concernée, elle pourrait être intéressée ? La réponse est oui. Et pourquoi ? On constate que sur l'ensemble des 85 territoires qu'on a aujourd'hui en France métropolitaine et dom-tom, eh bien, plus de 60%, c'est des femmes qui ont été employées. Et pour qui ? C'est génial. Moi, ça s'adapte, je dépose mes enfants, je vais travailler, je récupère ma vie sociale, je me réactive en tant que femme qui travaille, pas que femme mère, et je récupère ma place au niveau de la société, et après, je récupère mes enfants. Donc, il y a cette question-là, il y a la question aussi que nous constatons du handicap, c'est-à-dire que
quand on a dit qu'on pouvait adapter l'emploi à la personne, on ne s'imaginait pas qu'à la longue, on allait avoir plus de 23 personnes en situation de handicap qui sont embauchées dans les entreprises. Et pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes physiques et psychologiquement parlant en termes de ces emplois précédents, et pour qui on a décidé que de toute façon, elles ne pouvaient plus rien faire. Et là, on s'était dit, ok, on fait tabula rasa de votre CV, de vos expériences, voilà. Par contre, qu'est-ce qu'on sait faire ? Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux pas faire ? C'est plus simple de dire ce que je veux pas que d'identifier ce que je veux. Et qu'est-ce que je suis prêt à apprendre, en fait. Et donc, c'est en partant d'un constat très simple qui peut aussi conduire à identifier justement l'engagement des salariés dans des entreprises aussi qui sont multi-activités, qui permettent le changement et qui permettent l'adaptation de l'emploi à la personne, que ce soit dans l'espace physique du travail et que ce soit aussi au niveau des heures de travail. Après 10 ans d'expérimentation, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la principale leçon que vous tirez ? Est-ce que votre projet nous apprend quelque chose sur le potentiel caché des territoires ? Complètement. C'est une vaste question, mais oui, je dirais qu'il y a un principe. La première chose qu'on a appris, c'est qu'il faut faire confiance au territoire, que le fait de récupérer pour un élu des compétences qui normalement ne sont pas les siennes, c'est-à-dire que quand il travaille sur les questions d'emploi, quand il imagine à travers ces questions d'emploi d'accélérer la politique publique qu'il veut mettre en place sur la transition éco, la cohésion sociale et autres, eh bien, il agit sur une compétence en fait qui revient à l'État. Mais il crée une instance qui est le comité local, et à travers ces comités, eh bien, il y a une forte impulsion qui montre que les ressources sont là, en fait. Maintenant, il faut créer les espaces de coopération pour que ces ressources puissent être mises au profit du collectif. Parmi les évaluations qui ont été faites sur le projet, ils sont publiés donc une note avec les profils des territoires zéro chômeur, parce que vous voyez, ça ne correspond pas aux entités administratives existantes. Et donc, ils ont fait un profil socio-économique des territoires zéro chômeur, des territoires qui expérimentent. Une des grandes surprises que nous avons eues aussi, c'est que, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il disait qu'il y avait 1 sur 3 territoires qui étaient les territoires les plus pauvres en France. Et donc, ça veut dire quoi ? Des territoires les plus pauvres qui sont quand même capables de créer une coopération territoriale forte, de créer de l'emploi, de trouver des solutions communes et de réinsérer les personnes dans l'emploi, de les accompagner, etc. Et de construire des solutions de développement alternatives pour les territoires. Donc ça, c'est quand même une leçon très forte liée au territoire. Les territoires, ils savent faire, en fait. Et c'est l'échelon le plus pertinent et sera d'autant plus demain l'échelon le plus pertinent pour trouver les solutions pour les transitions que nous devrons affronter. La transition écologique et les changements climatiques ne se vivront pas de la même manière qu'on soit au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, et on ne peut pas appliquer la même politique. Comme on ne peut pas appliquer la même politique si on est dans une zone de désertification, puisque il n'y a plus de personnes dans un territoire vieillissant, un autre qui est beaucoup trop jeune et qui du coup, voilà comment qu'on fait pour faire face à ces défis si on ne tient pas compte en fait la connaissance, l'expérience et la capacité qu'ont les territoires à répondre à ça. Quel est le rôle d'une banque coopérative territoriale, en l'occurrence la Caisse d'épargne, dans ce dispositif et plus largement pour redynamiser les territoires ? Je pense qu'il y a eu des partenariats territoriaux entre les caisses d'épargne et certains territoires zéro chômeur, donc des entreprises à but d'emploi. Le défi serait justement d'intégrer ces espaces de dialogue. Je pense que ça serait très intéressant. En tant qu'acteur économique, il y a une vision sur comment est-ce que les investissements peuvent être faits, etc. Il peut y avoir des objectifs, des approches qui, ça se trouve, ne sont pas complètement trop différents des attentes qu'il peut avoir l'économie sociale et solidaire aujourd'hui. Donc,
toutes les entreprises qui s'est créées au sein du projet sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Les coopérations territoriales se font pour la plupart avec l'économie sociale et solidaire, mais pas que, aussi avec l'économie classique. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire quelle est ma compétence en tant que banque, quelle est la place que je veux me donner en tant qu'acteur territorial, et comment est-ce que j'ai participé à un dialogue transversal pour mieux soutenir les initiatives locales. Et je pense que ça c'est un vrai enjeu à venir. Et donc pour finir, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux acteurs publics et privés qui façonnent les territoires d'aujourd'hui ? Imaginez le territoire comme un espace des coopérations aussi mouvant qu'il l'est avec ses habitants et sa géographie, comment elle change, etc. Un territoire mouvant parce que je trouve qu'il existe aujourd'hui une quantité inimaginable d'initiatives territoriales qui répondent à leurs propres besoins. Et tout ça fonctionne à merveille. Donc pourquoi ? Parce qu'on est en train de sortir chacun de son couloir et on est en train de se dire comment est-ce qu'on imagine, qu'est-ce que moi je peux apporter à partir de ce que je sais faire pour atteindre un objectif collectif. Et je pense que c'est dans ces logiques du collectif que les défis se posent, que ce soit d'un point de vue économique ou que ce soit d'un point de vue politique. Eh ben, merci beaucoup Victoria. Merci d'avoir été avec nous pour parler de votre vision du territoire en rapport avec notre étude prospective Les Français et leur territoire. À bientôt peut-être. Au revoir. Merci, à bientôt.